Bien, bonjour à tout le monde, bienvenue sur notre deuxième webinaire du stress et les réparateurs d'ouvrages d'art. Je suis Lionel Aubé, le président de ce beau syndicat. Nous sommes 302 inscrits pour ce webinaire. Petite question logistique, donc vous verrez en haut de vos écrans la petite cellule Q et R. Donc si vous avez des questions, merci de passer par ce biais-là. On va éviter conversation, de toute façon vous n'avez pas la main et on va éviter de lever la main, sinon s'il y a 300 personnes qui lèvent la main, ça va être compliqué à gérer. Donc voilà, la petite case Q et R, vous posez vos questions, on les récupère et on y répond au fur et à mesure. Donc quelques petites infos sur notre syndicat. Donc on participe au pop-up à Toulouse jeudi et vendredi, donc c'est la fédération FRTP Occitanie qui organise ce pop-up. L'idée, c'est de présenter nos métiers aux jeunes, aux élèves, aux étudiants. Donc, on a à peu près 4 à 5 000 personnes, étudiants et collégiens et lycéens qui viennent nous voir. On a sorti beaucoup de matériel. On va faire des chantiers, on va faire des maquettes, on va leur faire toucher un peu nos métiers. Donc, 4 à 5 000 jeunes, plus les institutionnels. Donc, une belle manifestation. On a également le colloque Le Pont le 15 et 16 octobre à Toulouse, donc organisé par Le Pont, mais le stress est associé. Donc pareil, 2 jours d'information sur nos métiers, avec du joli monde. Le Salon des maires le 19, 20 et 21 novembre à Paris, sur lequel donc, on sera sur le stand de la FNTP avec des plateaux télé, donc une belle organisation, plus des événements régionaux. Donc vous savez que dans chaque région, on a deux représentants du stress. Ils font beaucoup de réunions de sensibilisation pour les maires. Je vous rappelle qu'il y a des subventions à aller chercher pour les maires pour réparer leurs ouvrages. On a beaucoup de mal parce que la démarche est un peu compliquée. Donc, on travaille avec le CEREMA et l'IMGC à faciliter la procédure. Et en parallèle, donc, on fait des réunions de sensibilisation pour tous les maires, avec les départements, le CEREMA, l'IMGC, l'ATD, les ATD, donc voilà, toutes les parties prenantes pour faire avancer, puisqu'on a des subventions que l'on a du mal à aller chercher. Et petit dernier point, donc Michel Barnier, dans son discours de politique générale, a parlé beaucoup de transport au quotidien. Donc c'est encore un peu flou pour nous, mais on espère qu'on ne sera pas oublié, qu'il y aura des budgets pour allouer pour assurer l'entretien et la réparation de nos ouvrages d'art. Voilà, sans plus attendre, donc je vais donner la main pour nos 3 présentations. Tout d'abord, Dugdal de Lafarge-Holcim, qui va nous parler de projection de BFUP. Ensuite, Cermix qui va nous présenter sa gamme de produits éco-responsables. On terminera avec Altitude Service qui va nous parler de solutions de plateforme suspendues pour des travaux moteurs. Je passe la main à Ductal de Lafarge. Merci, bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis de vous présenter la solution de Shotcrete, qui est la solution de BFUP projeté qu'on a développée depuis de nombreuses années au laboratoire et à l'échelle 1 sur les chantiers. Donc, je passe la main à Jean-Nicolas Rivoal qui va vous expliquer ça techniquement et je parlerai ensuite un peu plus de la partie application et business potentiel. Excusez-moi, si vous avez un problème de son, n'hésitez pas à passer un petit message parce qu'on n'a pas le retour direct, donc on ne peut pas se jauger. Donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a quoi que ce soit sur le plan technique. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter en effet la technique du BFUP projeté. Alors, je voulais juste faire 2 mots d'introduction sur les BFUP, donc béton fibré ultra haute performance, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec le domaine. Donc les bétons fibrés ultra haute performance, ce sont des matériaux de forte résistance. Donc on couvre une gamme selon la norme française 18470 de 130 à 250 MPa. Donc, c'est des matériaux qui sont aussi assez on va dire, robustes en traction, notamment du fait qu'on utilise des fibres pour renforcer la ductilité du matériau et pour éviter une fragilité en flexion. Donc, c'est des matériaux qui sont aussi caractérisés par leur bonne capacité à endurer des agents agressifs et donc avec des faibles perméabilités au chlorure, au gaz ou à l'eau, et donc qui permettent de protéger notamment des ouvrages. Donc on a beaucoup d'applications avec les BFUP pour la protection d'ouvrages du patrimoine. Une des particularités en fait de notre gamme de BFUP qui donc se nomme Ductal, c'est la capacité à avoir plusieurs types de rhéologie qu'on maîtrise, donc de l'autonivelant dont on se sert pour faire du remplissage de coffrage, à
ce qu'on appelle les BFUP thixotropes, donc qui servent plutôt à l'étanchéification, réparation des ponts, donc avec des pentes, jusqu'au projeté que je vais vous présenter juste après. Donc ça, c'est juste un graphe qui permet en fait d'avoir un peu l'échelle de ce que c'est qu'un BFUP. Donc en compression par rapport à un béton, j'espère que vous voyez mon pointeur, un béton ordinaire. On voit bien aussi le fait que la contribution des fibres améliore nettement en fait, la ductilité du produit en compression ou en flexion avec une bonne reprise d'effort. Et on voit ici aussi deux contributions majeures du BFUP. Une pour prouver en fait, on va dire, la durabilité du matériau. Donc sur la centrale nucléaire avec les aérofrigérants de Cattenom, où on a, avec l'entreprise Eiffage à l'époque Bouygues, et on a remplacé toutes les poutrelles métalliques des aéroréfrigérants qui ne supportaient pas en fait les conditions d'environnement qu'il y avait là-bas. Et on a pu, depuis 20 ans, instrumenter en fait, la durabilité de ce matériau. Et on peut clairement aujourd'hui dire qu'au bout de 20 ans, il n'y a pas de pénétration de sulfate ou d'agents agressifs dans ces bétons. Donc ça fait un vrai retour d'expérience sur ce type d'ouvrage dans des conditions très sévères. Un BFUP, c'est quoi? Donc, c'est composé de ciment, évidemment, de sable siliceux extra pur, ensuite de tout un tas de poudres qui nous permettent d'assurer une meilleure compacité du mélange. On en fait des prémix industriellement dans nos usines et ensuite on les couple avec nos clients avec des fibres. Donc, ça peut être des fibres métalliques, ça peut être des fibres synthétiques ou des fibres de verre et avec les superplastifiants qui sont de notre gamme et qui permettent justement d'obtenir le béton, le BFUP. Je vais maintenant vous présenter la technologie du BFUP projeté. Donc, c'est quand même une technologie qu'on a co-développée depuis 7 ans avec Freycinet. Et aujourd'hui, en fait, je vous présente la nouvelle génération de cette technologie que aujourd'hui on souhaite pousser sur le marché. Une des particularités du BFUP projeté, c'est en fait la capacité à tenir ce qu'on va appeler du cisaillement, c'est-à-dire en fait, une contrainte qui est liée à la maîtrise de son poids propre, qu'il ne faut pas qu'il tombe, en gros. Donc en fait, on va chercher à augmenter cette contrainte de seuil de cisaillement. Donc c'est très différent d'un BFUP autonivelant en fait, qui n'a pas cette capacité-là, puisque ce qu'on veut, au contraire, c'est qu'il coule le plus possible. Donc, on va complètement modifier la réponse rhéologique et on va chercher aussi à avoir le produit le plus fluide possible pour pouvoir le pomper sur des longues distances et éviter finalement que on ait des problématiques opérationnelles sur chantier. Donc, ce qu'on obtient aujourd'hui, c'est une formulation de BFUP projeté. Alors, c'est voie humide, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant. On parle bien de BFUP projeté voie humide. Qui nous permet en fait de faire du renforcement majoritairement d'ouvrage et dont on va dire la technique particulière est la maîtrise de la rhéologie du produit via un fixateur qu'on va mettre en bout de lance. Donc, il y a une ancienne technologie que justement on a développée avec Freycinet qui ne prend pas en compte ce fixateur, où on faisait du contrôle de rhéologie avant le malaxeur. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est une technologie où on a beaucoup moins de contrôle à faire en amont. On va gâcher un béton, on va dire, au malaxeur, et ensuite on va mettre un fixateur en bout de lance qui permet en fait de raidir le produit, qui permet de tenir aux parois. Donc c'est assez différent des technologies habituelles de fixateurs qu'on va avoir dans la voie mouillée avec typiquement des bases de sulfate d'alu, puisque ce qu'on ne voulait pas, c'était les problématiques de feuilletage ou de défaut de performance longtemps qu'on pouvait avoir avec ces technologies d'accélérateur-là. Donc on a travaillé sur nos formules et on a un fixateur base, on va dire, viscosant qui nous permet de mieux tenir et de ne pas perturber les résistances à long terme. L'autre amélioration, c'est qu'en fait, avec ce type de fixateur, on peut fermer et finir les ouvrages. Donc, ça nous permet réellement d'avoir des ouvrages un peu plus esthétiques, on va dire, bien que ce soit pas forcément ce qu'on recherche en premier lieu avec cette techno. On a travaillé sur le BFUP projeté avec du matériel conventionnel. Donc, on a essayé donc, avec différents types de pompes. Là, j'en cite deux ici, AP720, 730 de chez Putz, mais il y en a d'autres qui fonctionnent. Globalement, des pompes à béton piston qui permettent de pomper jusqu'à une centaine de mètres ce BFUP. On travaille avec des tuyaux flexibles de 50 mm de diamètre et en fait, on a cherché à améliorer
notamment pour les porte-lances. Pardon, on a cherché à améliorer en fait le respect des gestes et postures avec un tuyau allégé avec un dernier mètre qui est fait en 35 mm et une buse justement de 35 mm pour alléger. On voit bien sur la photo en bas à droite que le dispositif est assez léger et qui permet en fait d'être aussi beaucoup plus maniable. Sur notre configuration, on a une pompe auxiliaire à cavité progressive. On peut très bien aussi travailler avec des pompes péristaltiques pour faire venir le fixateur en boule blanche. Et ensuite, on couple tout ça avec un compresseur d'air qui permet de projeter avec suffisamment d'énergie et de bien compacter le matériau sur l'ouvrage qu'on cherche à renforcer. L'avantage de la solution voie humide, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a une vraie contrôle des performances et de la durabilité, puisqu'en fait, on est lié à tout ce qu'on met dans le malaxeur et on n'est pas relié finalement à ce que le porte-lance va mettre par rapport à la voie sèche en eau de gâchage. On a des taux de perte qui sont très très faibles, donc on marque inférieur à 10% et ça prend l'ensemble de la chaîne, les tuyaux, les malaxeurs, etc. Parce que vous allez voir dans les vidéos, il n'y a quasiment pas de retombée de rebond. Donc c'est vraiment un avantage. Et on a quasiment pas d'émissions de poussière dans l'ensemble de la chaîne, donc qui permet aussi dans les travaux confinés de rester un peu plus en sauvegarde du poste. On a 2 brevets de brevet actifs depuis 2014 sur la technologie. On vient de déposer en 2023 justement le dernier brevet justement sur la partie avec le fixateur. Et je voulais aussi signaler que c'est un produit qui est exempt de sinistre cristalline, donc qui permet aussi de mieux régler au niveau santé-sécurité les chantiers. Au niveau performance, on serait classé, si on appliquait la norme FP 18470 en classe BFUP-Z, donc un BFUP qui a un minimum de 130 mégapascales à la compression et qui permet en fait de bien conforter les ouvrages. On a 2 classes de ductilité, donc T1 ou T3, donc ce qui correspond à 2 pourcentages finalement de fil métallique, 2% pour le T1 et 3,25% de fil métallique. On parle de fil de pourcentage volumique, et ça correspond à peu près à 155 kg au mètre cube de fibre pour le T1 et 280, je crois, pour le T3. Et on vérifie aussi tous les critères de durabilité, ce qui permet en fait, de conforter le fait qu'avec ce type de matériaux, finalement, on arrive à bien protéger les ouvrages, puisqu'on a vraiment le même cadre que la norme des BFUP coulés. Je vais vous présenter 2 vidéos pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne au niveau projection. Alors j'espère qu'elles seront assez grandes et que vous verrez quelque chose sur votre écran. Donc là, c'est avec un robot projection, on est à peu près à 5 à 6 mètres cubes de projection. Donc vous voyez le jet, je ne sais pas à quel point c'est visible sur les vidéos, mais on va noter quelques petits trous d'air au niveau de la projection. C'est quand on a le basculement du roc et qui fait que le piston avale un petit peu d'air, mais ça reste une projection un peu conventionnelle de voie mouillée. Et puis on a la même chose sur l'autre vidéo en projection manuelle, là où on fait des caisses. On prend exactement la même convention que les bétons projetés standards. On va réaliser des caisses en convenance, que ce soit des cylindres ou des prismes pour pouvoir qualifier le matériau. Donc, vous voyez, à travers les vidéos, pas de poussière, pas de rebond. On est vraiment sur une technologie où il y a très peu de pertes en chantier. Voilà. Et je vais laisser la main à Gabriel pour les applications. D'un point de vue application, on a réfléchi, même si c'est des pistes de réflexion, puisque c'est vous, entrepreneurs, qui avez le marché bien plus en direct que nous. On voit trois applications potentielles, essentiellement génie civil, les ouvrages d'art. On pense pouvoir protéger les pieds de pile, les têtes de poutre, les culées, en faisant des éléments minces, couches minces. Donc ça, c'est un ouvrage de sous-phase qui a été on va dire, réparé en BFUP coulé, même si ce n'est pas forcément le bon exemple parce que la place ici ne permettrait pas de passer une lance, mais en tout cas, c'est pour vous amener à réfléchir qu'en sous-phase d'ouvrage d'art, on pourrait très bien projeter du BFUP. Le gros avantage du BFUP coulé et projeté, c'est qu'il est classé RM1 selon le référentiel de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, d'un point de vue abrasion pour les ouvrages hydrauliques soumis à l'abrasion mécanique aux cailloux et aux embâcles qui sont charriés par l'eau. Donc tout ce qui est travaux dans les steppes, dans les dégrilleurs, dans les barrages, dans les évacuateurs de crues, on peut très bien imaginer une application puisque, comme a dit Jean-Nicolas, on peut le pomper jusqu'à 100 mètres.
Donc ça peut permettre de mettre en œuvre un matériau dans des zones assez inaccessibles. On pense aussi, puisque vous avez vu dans les vidéos qu'il n'y a pas d'émission de poussière, on pense aussi aux ouvrages confinés type réseau d'assainissement. Une des applications qu'on imagine aussi, c'est les ouvrages enterrés. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur de nombre de sujets, il y a à peu près 3000 tunnels ferroviaires en France. 50% sont utilisés et 50% représentent 540 km de tunnels. Ces tunnels-là, 80% de ces 540 mètres ont plus de 100 ans. Ça, c'est pour la partie ferroviaire. La partie routière, c'est à peu près 1000 tunnels. 1000 tunnels, dont 20% à peu près, un cinquième est supérieur à 300 mètres. Donc ça vous donne un peu les grands chiffres, le business potentiel, en tout cas en termes de nombre, et pas en pertinence. L'application qu'on voit tout de suite en réparation d'ouvrage, c'est ouvrage enterré, c'est des coques minces, puisqu'on sait qu'en tunnel, il faut de l'inertie, donc de l'épaisseur pour reprendre des charges. Là, on sera moins économique parce que le ductal reste cher, en tout cas à l'achat. Donc on imagine étanchéifier des tunnels avec des faibles venues d'eau, avec la projection d'éléments minces, de coques minces. Voilà. On peut aussi imaginer la reprise de charge, le calcul évidemment. Donc en buse métallique, ça fonctionne très bien. En tunnel assez cylindrique, très bien aussi. Je vous ai fait un petit cas d'école pour parler chiffres, parce que je veux casser absolument le mythe du BFUP qui est cher. Voilà. Admettons, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Si on prend une buse ou un ouvrage de 50 mètres de long, ouais, j'ai fini, c'est la dernière. On prend un ouvrage de 50 mètres, 3 mètres de rayon, une épaisseur de BFUP de 7 cm. On a pris des pertes équivalentes à 3% parce que ça nous semble raisonnable et pas se faire plaisir à prendre 0, mais en tout cas 3% représente au volume dans les tuyaux. Donc le matériel que vous a décrit Jean-Nicolas avant, 9 hommes en grand déplacement, 120 tonnes, bref, avec un objectif, selon nous, très raisonnable de 5 mètres cubes jour fini nettoyé. Et on voit qu'on est à un prix, alors ça, s'il y a des maîtres d'œuvre dans la salle, ce n'est pas un prix de vente de l'entreprise à vous, c'est un prix de déboursé sec hors frais de chantier de l'entreprise. En clair, ce que ça va coûter à l'entreprise de projeter 1 mètre carré de BFUP, compris les essais, pour des ouvrages peu chargés en flexion. Donc on voit qu'on est tout de suite assez cohérent en termes de prix de revient, enfin en coût de revient pour l'entreprise à la voie sèche. Et je vous fais l'impasse des avantages planning, puisque à 5 mètres cubes jour minimum, ça raccourcit considérablement les temps de chantier, donc un impact sur les frais fixes. Et je ne parle pas non plus des 30 à 50% de déchets de la voie sèche, avec des frais de mise en décharge associés. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous dire, voilà, gardez en tête 200 € par mètre carré de coût projeté pour un BFUP épaisseur 7 cm pour des ouvrages faiblement sollicités en flexion. Nous en avons terminé, donc on est disponible pour quelques questions pendant 2 minutes, parce qu'on a appliqué la stratégie pour rembourser le temps que vous avez pris. Comme question, quelqu'un nous dit « Bonjour à tous, j'aurais quelques petites questions. Une de caractérisation importante du BFUP est l'orientation des fibres. Comment est-elle gérée lors de la projection? Cette méthode permet-elle de respecter les caractéristiques de RIG et par conséquent supprimer le recours au cintrage ?» Alors, je réponds à la première déjà, donc sur l'orientation des fibres. En fait, la projection de BFUP, en fait, elle oriente majoritairement les fibres en 2D, donc vraiment parallèlement au plan de support sur lequel on a projeté, ce qui n'est pas forcément le cas sur des BFUP coulés, où en effet on a une orientation potentiellement plus 3D, ou au moins loin du coffrage. C'est vraiment un des apprentissages majeurs qu'on a fait sur le développement, c'est qu'on a des coefficients finalement très bons dans les deux sens, dans le sens du plan, quoi. Donc ça, c'est vraiment assez avantageux, on va dire, parce qu'on utilise bien les fibres. Et le deuxième point, c'est le RIG. Donc on a travaillé, en effet, dans le partenariat avec Freycinet sur une version RIG, donc résistance initiale garantie, qui permet de faire les contraintes SNCF, donc 3 heures, 3 MPa par 10 degrés, et la même chose pour les 5 degrés. Et donc ça c'est possible moyennant en fait l'ajout d'un accélérateur en ambulance.
coup sur une base plus classique. Merci. Une autre question technique. Dans le cas d'ouvrage d'art, en GC, quelle préparation de surface est requise? Et puisqu'on parle de projection en voie humide, est-il nécessaire de prévoir des aciers scellés pour assurer le transfert des efforts? Alors, sur la préparation de surface, ce qu'on m'a recommandé, c'est plutôt une hydrodémol, idéalement pour avoir le maximum de rugosité sur le béton ancien. Évidemment, il faudra faire des tests de contenance pour valider que aussi le béton support est suffisamment résistant et permet de faire transmettre des charges correctement. A priori, sur l'ensemble de ce qu'on a fait, alors plutôt sur des techniques overlay, donc avec du BFUP coulé, thixotrope, il n'y a pas besoin de faire des aciers de scellement entre les deux. Donc, on va dire la capacité du BFUP à adhérer sur un béton déjà rugosifié est bonne et ne nécessite pas de mettre des coupleurs acier. Merci. Quelles sont les épaisseurs minimales et maximales? Et en cas de projection en sous-face de voûte, est-ce qu'on n'a pas de problème de tenue? Je sais que vous en aviez, mais est-ce que vous les avez résolus? Ça fait partie justement de l'évolution du produit où en fait l'ajout du fixateur permet de bien régler ce que veut le projeteur aussi, donc qui permet d'adapter en fait finalement entre les pieds droits et la voûte. Finalement de raidir le produit si on veut le raidir en voûte. Après, ça nécessite quand même d'être appliqué en couche mince de toute manière. Donc en fait, on fait des passes de 2 à 3 cm et ensuite on vient régaler de nouveau 2-3 cm. En fait, on travaille par zone quoi, de 3 à 4 mètres carrés et ensuite on revient dessus. Et sur la deuxième question, les épaisseurs minimales, j'ai envie de répondre une réponse de Normand, c'est que ça dépend clairement du dimensionnement de l'ouvrage. Mais après, on ne peut pas se projeter de toute façon. Moins de 3 cm, c'est pas réaliste, quoi. Il y a une épaisseur maxi après, c'est économiquement pas viable à être au-dessus de 10 ou 11 cm, je pense. C'est plutôt, en effet, l'économie qui va driver le sujet. C'est pas le matériau qui ne peut pas le faire. Ok. Merci pour votre présentation. J'ai une question malaxeur. Oui. Je ne veux pas abuser, mais c'est important. Parce que on a vu passer une question sur le type de malaxeur. De Julie, oui, tout à fait. Retenez deux chiffres sur le type de malaxeur. On va peut-être lire la question. Quel type de malaxeur, puissance et volume préconisez-vous sur cet exemple? Alors, c'est le même. Déjà, sur cet exemple, c'est un malaxeur industriel puisque ça a été fait au laboratoire central de recherche. Donc, c'est un malaxeur de centrale à béton. Par contre, sur chantier, vous pouvez tout à fait utiliser un malaxeur pour BFUP. Et un malaxeur pour le BFUP, il y a deux chiffres à retenir. C'est 35 kW par mètre cube gâché. Donc, ça, c'est la puissance requise pour que le malaxeur ait suffisamment d'énergie pour cisailler le matériau et le changer d'état à l'état liquide en phase de malaxage. Et deuxième ordre de grandeur à garder, c'est que si vous voulez faire une gâchée de 500 litres, il faut une cuve de 1 mètre cube. Donc le matériau gonfle dans une certaine phase et pour revenir à l'état liquide, donc il déflocule, ce qu'on appelle. Donc du coup, il faut une cuve 2 fois plus grande que le volume de la gâchée. 35 kW par mètre cube et 2 fois le volume de la cuve liquide. Et on arrête. Je suis désolé, Lionel. Non, mais c'est le but. Et ça se trouve dans le commerce. Merci pour ces questions. On aura, donc vous avez compris, chaque présentation dure un quart d'heure, plus 5 minutes de questions. Si on a un peu de gras à la fin, on reviendra sur des questions qui n'ont pas pu être traitées. Je passe la main à Sermix qui va nous présenter ses produits éco-responsables. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, nous sommes très heureux d'être ici et de pouvoir communiquer un petit peu plus sur notre entreprise, les innovations. On est très connu notamment sur la partie carrelage, un petit peu moins sur la partie chimie du bâtiment. Donc c'est pour ça que là, on prend le truc à bras-le-corps pour pouvoir discuter davantage sur la partie chimie du bâtiment. Donc Sermix, une entreprise basée à Dèvres, dans le Nord-Pas-de-Calais. On est, comme moi, je vous le disais, à la base fabricant de faïence, la faïence de Dèvres au départ, avec four Moitreau. Ensuite, on s'est appelé Dèvres, où on a été plutôt spécialisé sur la partie poudre avec l'invention du premier mortier-colle, avec le Sermicol en 1963. Donc l'innovation chez nous fait vraiment partie intégrante de notre ADN et c'est pourquoi voilà, j'ai envie toujours de raconter cette petite histoire comme quoi on est le premier inventeur du mortier-colle, parce qu'aujourd'hui, l'innovation et l'innovation et le côté environnemental est de plus en plus présent et au cœur de nos chantiers. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de pouvoir développer au maximum
au maximum notre gamme en produits éco-responsables. Je vais laisser la main à Miguel pour qu'il puisse discuter un petit peu. Excuse-moi. Donc, bonjour. Alors, Cermix, donc, société française. Donc, avec donc, notre siège social se trouve dans le nord, à Dèvres. Donc, c'est le petit 1. Donc, vous retrouvez notre siège social donc, avec un labo R&D et un centre de formation. Donc, ensuite, vous avez donc une usine de fabrication également. Vous avez 2 autres usines qui se trouvent, une à Fény près de Maubeuge et une troisième qui a ouvert récemment, qui est dans le sud près d'Avignon, au Pontet. Vous avez après, donc ça c'est pour la partie service pour nos clients. Donc Cermix a créé des plateformes de stockage en dehors de celles qui sont dans nos usines. Donc ce sont des plateformes, alors ça sera les parties donc, vertes. Donc, il y en aura une à Nantes, une seconde à Toulouse et une troisième qui a ouvert récemment en Île-de-France à Aulnay-sous-Bois, gare au nord. Vous avez alors sur l'usine du Pontet, vous trouverez également un centre de formation, puisque Cermix, par le biais de ces deux centres de formation, a pour volonté de former et d'accompagner au mieux ses clients sur les produits existants et donc sur les nouveautés. Et depuis peu, comme le disait Romain, sur la partie chimie du bâtiment, puisque Cermix, depuis plus d'une quinzaine d'années, développe une gamme complète en chimie du bâtiment. Donc, ça sera en gros œuvre donc gros œuvre pour la partie génie civil, mais également en travaux publics pour la voirie. Voilà. Vous allez retrouver également, alors là, vous êtes posé la question, donc Resiplast, c'est un partenaire spécialiste dans la résine qui se trouve en Belgique. Donc là, on sort de la France, mais c'est un partenaire spécifique en résine et également un site de production en Suisse, mais qui est indépendant et qui couvre plutôt le marché suisse et allemand. Donc, en quelques chiffres, donc, comme je disais, 2 centres de formation, 3 sites de production. Donc, les produits, nos produits sont fabriqués en France. 5 plateformes de stockage, donc 2 en usine et 3 chez des partenaires logisticiens, un labo R&D. 70 millions, c'est notre chiffre d'affaires sur l'année 2023, donc c'est 70 millions d'euros. L'effectif, donc 185 personnes, Cermix, c'est 185 personnes sur la France. 20 familles de produits, donc produits référencés, références commercialisées. Donc en fait, les produits, ça va être 2 univers. Je vais arriver dessus tout de suite après. Les voilà. Donc nos métiers, donc on a 2 univers. On a en fait, comme disait Romain, donc Cermix a été l'inventeur du premier mortier-colle. Donc l'ADN de Cermix au départ, c'est le carrelage. Donc on a gardé cet univers-là. Donc on va être sur des produits pour le carrelage. Ça peut être des panneaux de construction, d'étanchéité, préparation des sols, donc tout ce qui est ragréage, mortier de chape. Également les colles et les finitions, ça sera les joints de carrelage. Et donc voilà, donc notre nouvelle famille, la partie donc gros œuvres travaux publics. Donc on a une gamme complète. Donc ça, on va être sur l'imperméabilisation des ouvrages, la réparation, le scellement calage et la voirie. Voilà. Donc pour finir sur la présentation, donc l'organisation commerciale, Cermix est divisé en 2 parties. Donc il y a la moitié, on va dire nord, même si elle descend pas mal, et le sud qui peut également monter. On va être sur 3 business, donc le généraliste, les mortiers spéciaux et le grand public, puisque Cermix est également présent en GSB. Mais on est sur un marché différent et sur une gamme de produits différents. Donc les missions de la force commerciale, c'est un petit peu, je pense, comme il y a chez nos confrères, c'est l'accompagnement
c'est surtout l'accompagnement de nos clients, la formation, l'expertise. Donc l'expertise, ce sera l'assistance technique, les démarrages de chantier. Donc on est toujours présent. Et enfin, en backup, on a une équipe qui est dédiée. Donc c'est pour tout ce qui est suivi des commandes, tout ce qui est logistique, tout ce qui est gestion des chantiers, donc préconisation, litige. Il peut y arriver, il peut y en avoir, même si ça peut être pour de multiples raisons. Mais en tous les cas, on est toujours présent. Voilà. Et l'environnement, donc comme disait Romain, donc Sermix a une volonté, s'est engagé dans une politique environnementale depuis quelques années. Sermix a souhaité développer le marché éco-responsable. C'est une volonté qui lui est propre, même si c'est dans l'air du temps, et on n'est pas contraint, mais on se doit d'être concernés tous. Donc à travers ça, donc on va retrouver donc Sermix à la qualification ISO 9001. Donc ISO 9001 donc, depuis un peu plus de 20 ans déjà. Et depuis maintenant, depuis 2-3 ans, je crois, l'ISO 14001. Donc cette ISO 14001 qui, elle, touche la partie environnement. Et Sermix a également remporté un prix, le prix Covadis, donc le prix bronze pour une note qui a été jugée performante, même si Sermix continue et souhaite augmenter ce score. Donc voilà, l'ISO 9001, l'ISO 14001, et bien évidemment sur nos produits, donc des avis techniques, vous retrouvez des certificats QB sur nos produits, et on reste conforme aux normes et réglementations. Pour la partie environnementale, Sermix, donc Sermix c'est fortement engagé. On va le retrouver par exemple. Alors, quand on parle de réduction carbone, donc ça va être par exemple, c'est tout bête, mais vous parliez tout à l'heure du transport. Donc sur le choix du transport, essayer d'optimiser, de rapprocher au mieux les matières premières pour pouvoir produire nos produits et éviter d'aller les chercher trop loin. Également le choix des matériaux. Donc nos produits éco-responsables sont par exemple utilisés avec des ciments CM2, des CM2 pardon, l'emballage du produit, c'est bête, mais on a on a la matière première, mais on a également l'emballage. Donc ce sont des sacs qui sont non traités, des sacheries qui sont optimisées en termes d'épaisseur. Voilà. On a également alors Sermix, donc reforestation, c'est parce que Sermix s'est engagé dans la reforestation. Donc on parle de 1000 arbres plantés sur 3 ans. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est 242 tonnes en compensation CO2. Sachant que Sermix est également en consommation verte depuis 2022, avec comme partenaire EDF, avec une réduction donc, de 4 fois sa valeur de rejet, ce qui représente 60 tonnes. Le Pontel, la 3e usine qui se trouve près d'Avignon, est équipée en totalité de panneaux photovoltaïques. Donc ça représente en fait une consommation sur nos 3 usines de 40%. Donc voilà, donc ça c'est une démarche supplémentaire de Sermix. Donc on va continuer dans cette démarche. Et je vais laisser Romain reprendre pour la partie des produits. Donc en fait, une fois, comme Miguel l'expliquait, une fois qu'on a travaillé sur le contenant, sur le contenu et sur la façon de produire et de s'approvisionner, aujourd'hui Sermix est en mesure de pouvoir proposer une gamme éco-responsable complète. Donc quand on dit une gamme éco-responsable complète, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir faire
un primaire éco-responsable, un ragréage de sol éco-responsable, une colle, plusieurs colles maintenant aujourd'hui parce qu'on a étendu la gamme, plusieurs colles à carrelage éco-responsables, joints éco-responsables. Et en même temps, on peut aujourd'hui faire de la réparation. On a 3 mortiers aujourd'hui de réparation en gamme éco-responsable avec un Sermirep R3, donc à prise classique en structurel, un Sermirep rapide R3, qui est aussi en structurel mais avec la passivation intégrée, et un R4 en gamme éco-responsable. Dire qu'on est éco-responsable, c'est bien, l'expliquer, c'est bien aussi. Maintenant, il faut le prouver. Donc, comment on fait pour le prouver? On va prendre par rapport à des FDES. Donc, la FDES va nous permettre de justifier de combien on limite notre empreinte carbone. La FDES, elle est téléchargeable librement sur le site de la base Ignes, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau des FDES, à noter chez Sermix, on a fait le choix de tout de suite se mettre sur l'annexe 2. Il y a un annexe 1 où les contraintes sont un petit peu moins poussées, entre guillemets, mais sur l'annexe 2, on est vraiment parti sur un classement et une classification du produit vraiment beaucoup plus poussée. L'annexe 1 sera obsolète à partir du 1er janvier 2025. Donc là-dessus, on a déjà pris un petit peu d'avance. Là, aujourd'hui, l'avantage de pouvoir proposer cette gamme complète, c'est que du coup, on a les FDES. On va plus parler du coup de notre partie qui va nous intéresser aujourd'hui sur la partie réparation. Donc, on va avoir le Sermirep R3. Donc, on est sur un mortier de classe R3 fibré en structurel avec les FDES. Et comme je vous disais, la gamme Eco sur une fiche individuelle nous permet de comparer par rapport à notre mortier de réparation de gamme classique. Grâce à ça, on fait moins 18% de CO2. Moins 18% de CO2, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport à une unité fonctionnelle. Quand on est sur du carrelage, sur de la colle à carrelage, on va parler d'une unité fonctionnelle au mètre carré. On fait un gain en CO2 au mètre carré de autant. Quand on parle sur de la réparation, on parle d'une unité fonctionnelle au kilo. Donc là, sur ces mortiers de réparation-là, on remarque qu'on arrive à faire une économie de 18% de CO2. Au niveau du produit, on garde toujours la même performance par rapport à un produit de la gamme classique. On est toujours sur des mortiers de réparation fibrés. L'avantage du Sermirep Rapide R3 Eco, comme je le disais, c'est qu'on a le respect de la norme 1504-7 qui nous permet de passiver en même temps nos aciers. Le Sermirep R4 Eco, labellisé eau potable et qu'on peut aussi projeter sur une épaisseur de 5 à 50 mm. Donc là, ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un petit peu le condensé entre guillemets de ce qu'est une FDES et ce qu'elle permet, et là où nous, on est sur l'annexe 2 par rapport à l'annexe 1. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci à vous. Merci, vous avez parfaitement tenu le timing. Merci. Y a-t-il des questions? Je ne pense pas. Pas pour l'instant. Vous avez été très clair et très concis. Moi, juste une petite question. On entend parler de sacs que l'on met directement dans l'impression. Est-ce que c'est un axe de travail chez vous ou pas? Alors, nous personnellement. Et la poussière. Voilà, les deux questions qui me. Alors oui, la poussière, on a déjà chez nous, surtout dans la gamme classique, des produits où voilà, on a le dégagement, où on essaye de limiter la poussière. On a aussi des sacs, par exemple, je n'ai pas parlé des ragréages muraux, mais des sacs qui sont en allégé, donc qui nous permettent en fait d'avoir, dans un sac de 15 kg, d'avoir un rendement qu'on avait sur un sac de 25. Même pour les mecs, quand les applicateurs viennent lisser, le produit est quand même beaucoup plus facile à utiliser. Après, voilà, sur le fait de jeter le sac, ça aujourd'hui, moi, à mon niveau, je n'ai pas encore les réponses, mais voilà, je vais poser la question aux personnes concernées, voir si c'est dans les tuyaux ou pas, et je reviendrai là. Pour nous, entreprises, c'est quand même sympa d'accord. Avoir ce problème d'élimination des sacs. Avant quand on est dans des pays venteux, on a le temps de le poser qui est déjà à 500 mètres, donc c'est compliqué. Je reviens vers vous. Si vous pouvez remonter les fois à votre direction, on est preneur. Pas de problème, je m'en occupe. Merci. On va passer à la troisième. On ne déstabilise pas, c'est 5 minutes plus tôt que prévu. La société Altitude Service qui va nous parler de solutions de plateforme suspendues pour accès en hauteur. Ouais, merci Pierre pour déjà l'invitation. C'est l'opportunité de présenter notre nouveauté. Donc, si on est là pour présenter une solution de plateforme suspendue, on appelle VDEC.
C'est une solution que j'ai présentée avec Thibaut. Donc, moi, je suis le dirigeant de la société Altitude Service, enfin, l'un des dirigeants. Et Thibaut est responsable d'agence et là pour développer aussi ce produit avec moi. Donc, nous, Altitude Service, en fait, on a un peu l'émanation de deux sociétés, puisque récemment, on a fusionné. Donc, vous connaissez peut-être plutôt la société Altiservice ou Altitude 44. Et en début d'année, on a créé une nouvelle société qui s'appelle Altitude Service. Quelques chiffres. Altitude Service, c'est 24 millions de chiffres d'affaires. C'est plus de 200 personnes. Quasiment 75% de l'effectif, ce sont des techniciens cordistes. Et nous existons depuis 1995. Alors, nos maîtres mots, puisqu'on est dans l'accès en hauteur, c'est vraiment au travers de la qualité des prestations, puisque c'est vraiment là où on est prestataire de service, donc on travaille sur la qualité de nos prestations. Et qui dit qualité de prestation dit sécurité, puisqu'on est dans un environnement où la sécurité est un enjeu de tous les jours finalement. Donc, nous sommes en fait répartis quasiment sur toute la France, environ 13 agences, une en Suisse, donc une 14e en Suisse. Un service, donc le siège basé à Nantes avec le service support. Et comme je disais, on parle de qualité, de sécurité, un effectif aussi HSE, donc de 4 personnes réparties sur la France, parce que c'est un enjeu majeur. D'ailleurs, on est certifié MAS pour un certain nombre d'agences, ce qui est quand même un gage de suivi en fait de nos de nos travaux, enfin de notre travail sur la partie sécurité. Une agence, chez nous, c'est un responsable d'agence, des chargés d'affaires et les techniciens cordistes. Voilà, donc ça, c'est un peu pour expliquer un petit peu Altitude Service et comment on est organisé. Alors, nos secteurs d'intervention, donc on intervient dans le secteur du bâtiment, de l'industrie, la télécom, télécom, donc pas mal sur la sécurisation, dans l'événementiel. Alors, j'ai oublié aussi le maritime dans la présentation, mais on a une grosse activité maritime. Et j'en finis par... et aussi, cette année, on est aussi dans le secteur du nucléaire. Et je termine par les énergies renouvelables. C'est un secteur qu'on a développé depuis 3 ans. Et j'en parle parce que c'est de là d'où viennent nos plateformes suspendues. En fait, au gré des rencontres et du développement dans ce secteur-là, on a rencontré une entreprise en fait écossaise qui a une forte expérience dans l'oil and gas et qui avait développé ce système de plateformes suspendues pour les plateformes pétrolières en mer. Donc, on s'y est intéressé, on a trouvé le produit intéressant, on l'a utilisé dans l'éolien, avec les nouveaux champs en France, et on a la certitude que ça a une vraie utilité aussi pour donner un accès sur des ouvrages d'art, sur des bâtiments, dans pas mal de secteurs. Donc, le produit, il existe depuis une trentaine d'années. Il a été développé donc, par un ingénieur qui avait une entreprise aussi de travaux sur corde. Donc, il y a une vraie légitimité dans le produit. Il est utilisé dans plusieurs pays en Europe et aussi dans plusieurs pays dans le monde, donc, notamment aux États-Unis et même l'Australie. Et depuis cette année, nous, on a décidé donc d'apporter ce produit-là et de créer un partenariat avec cette entreprise écossaise. J'ai Thibaut à mes côtés donc, pour présenter le produit sur la partie technique. Alors, Thibaut est responsable d'agence et on lui a attribué cette activité-là parce qu'il vient du monde de l'échafaudage et on est un peu dans l'alternative entre le système d'échafaudage et l'accès par cordiste. Donc, je vais laisser la parole à Thibaut. Bonjour à tous.
Donc, je vais vous présenter, comme l'a dit Mathieu, le système VDEC, qui est une solution qui s'adapte plutôt bien. Si on est ici, c'est plutôt pour vous présenter les sous-faces d'ouvrages d'art. On peut voir quelques photos ici de type d'application, on en verra d'autres après. C'est une solution qui se monte par des cordistes. Je vais vous présenter tout d'abord le système, donc, en quoi il consiste. C'est un système de plateforme qui est suspendu par des chaînes qui elles-mêmes sont fixées à l'ouvrage, donc soit par des goujons avec des plaquettes, soit par des sangles ou des pinces IPN. Donc, ça dépend de l'ouvrage qu'on a. Les plateaux peuvent être en caillebotis ou pleins. Donc, en caillebotis pour être submergé. Donc, on a quelques cas où on travaille sur des destacades ou des quais d'appontement. Donc, le produit, on peut le sécuriser en périphérique, comme de l'échafaudage traditionnel, on va dire. Donc, soit par du filet anti-futum. On peut doubler de polyane pour le confinement. Donc, quand on fait des opérations de sablage, d'hydrodémolition, etc. Ou alors, on peut mettre des garde-corps comme sur de l'échafaudage. Donc, c'est un système de tube écolier avec des plaintes. Pour le matériel, quand on est sur des ouvrages spécifiques maritimes, on doit le brider. Donc là, je présente succinctement quelques éléments. Donc, c'est des étais ou des tubes écoliers avec des platines pour pouvoir contreventer l'échafaudage et éviter qu'il se soulève. Parce que c'est un système qui est suspendu sur chaîne, donc évidemment, ça n'empêche pas de se soulever. Et pour les petites plateformes, je reviens ici, pour les petites plateformes, le vent peut aussi le faire bouger, donc il est bien de leur brider, comme on voit sur la photo centrale. Je vais vous présenter un peu nos prestations sur ce produit-là. Donc, ce qu'on propose, c'est les études, la validation des supports aussi, les essais d'arrachement. Sur les ouvrages en béton, il faut qu'on valide le système. Donc, ça peut être c'est des goujons, des chevilles HUS. On propose bien sûr le transport, la location et l'installation de ces plateformes. Nos techniciens sont tous formés. On forme tous les salariés actuellement sur ce produit-là pour le montage. C'est une formation qui est dispensée par nos partenaires. Et on propose aussi le contrôle périodique de ces plateformes sur site. Voilà. On peut aussi proposer les confinements en thermobâchage ou autre polyane sur place. On voit quelques domaines d'application, donc on va commencer par le génie civil, qui nous intéresse le plus ici. Donc on voit les sous-faces d'ouvrage d'art. Donc on a une estacade, une sous-face d'estacade en haut à droite. On a des ponts en haut à gauche et en bas à droite. Donc c'est des travaux de réparation béton. Hein. On voit de l'hydrodémolition et la plateforme qui est mise en place avec des confinements. Pour l'estacade, donc on voit bien les plateaux caillebotis, le système qui permet à la plateforme d'être immergée. Et il peut servir aussi comme plateforme ponctuelle pour des travaux spécifiques. Là, c'est plutôt pour du cordiste parce qu'on n'a pas de sécurisation collective, mais c'est pour avoir des appuis au sol et faire une opération un peu plus précise. On va passer sur le traitement de surface, donc les applicateurs de peinture, pour tout ce qui peut être décontamination aussi, des structures métalliques. Traitement de surface de charpente métallique. Donc là, le système est plutôt sur pince ou sur pince IPN. Les pinces peuvent être déplacées aussi, c'est bon à savoir, à l'avancement pour les travaux de retouche de peinture. On peut déplacer les pinces et on a un système de palans qui nous permet de très rapidement bouger les ancrages. On voit différentes applications. Il y a un deck en bas à droite, là où il fait des travaux de reprise de peinture.
une grue et en industrie pour de la charpente métallique. Ce système a l'avantage d'être, on le verra après, d'avoir peu d'impact sur la structure. Il est très, très léger. C'est en moyenne 23 km². Ça nous permet de travailler sur des charpentes qui sont faiblement dimensionnées. Et en industrie, donc on intervient pour travailler au-dessus des process industriels. On peut réaliser une plateforme suspendue qui n'a pas d'impact au sol et de ce fait conserver le process en sous-face des industries et travailler en sécurité au-dessus avec un platelage complet. Ça permet aussi de faire de la maintenance sur des réseaux. On voit des oléoducs. Et comme plateforme aussi de soutien aux travaux, pareil, sur corde, hein, donc là, on n'a pas de sécurisation de garde-corps et tout ça sur la photo en haut à droite. Mais ça permet d'avoir les pieds au sol pour faire des travaux lourds qui peuvent être de la soudure ou autre. On voit aussi qu'on peut réaliser sur des... Donc là, c'était un temple, un réservoir, dans un site pétrochimique. On peut réaliser des structures à plusieurs niveaux, maximum 10 niveaux. C'est des niveaux de 2 mètres, hein, comme sur de l'échafaudage. Et ces systèmes peuvent être relevés au moyen de treuils ou de grues. On verra dans la petite vidéo qu'on a prévue à la fin. On récapitule les avantages du système. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un système de plateforme qui pèse en moyenne 23 km², donc ça comprend les plateaux, les chaînes, les garde-corps et tout ça. C'est 5 fois plus léger par rapport, donc on fait la comparaison à l'échafaudage en sous-face d'ouvrage d'art. Donc voilà, c'est en moyenne 5 fois plus léger. En structure, on a très peu de structure, hein, c'est les chaînes. Donc ça réduit les efforts sur l'ouvrage. S'il y a des ouvrages où il y a une charge maximale à ne pas dépasser d'exploitation, où ça ne passe pas avec l'échafaudage, c'est potentiellement passé avec notre système. Ça réduit les temps de montage parce qu'on a beaucoup moins de matériel, on a moins de poids de matériel. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les plateaux sont en aluminium, ce qui limite aussi les TMS et les temps de montage. Ce qui induit une économie aussi en volume de matériel. Parce qu'on n'a pas tout ce qui peut être poteau, poutre et tout ça. Donc on gagne quand même 3/4 en volume de matériel dans les transports, qui réduit l'impact aussi lié au transport environnemental et en coût. Et donc je le disais, il n'y a pas d'impact au sol, donc ce qui induit pas d'impact sur la voirie. Ça, c'est un gros avantage du système. On n'a pas besoin de venir en négatif sur l'ouvrage pour redescendre. On peut directement arriver dessous et ne pas impacter la voirie, ce qui est très souvent contraignant pour les entreprises. Et on vient à la fin, donc il peut suivre la pente des ouvrages. On peut descendre, voilà, on voit un exemple très parlant. Pour ce qui est je reviens sur la sécurité. Pour ce qui est de la vitesse maximale, c'est une question qui est aussi posée. Le fournisseur BEDEC nous met dans sa fiche produit qu'on peut travailler à 70 km/h de vent. Bon, pour l'échafaudage en France, on est plutôt à 50 km/h. Une note du fournisseur, appréciation de chacun. Et au plus défavorable pour la reprise de charge, c'est 3 kN par mètre carré sur des plateaux de 3 mètres. Donc après, on peut augmenter la reprise de charge sur le système en réduisant la taille des plateaux. Donc, les plateaux de 2 mètres sont plus résistants et les plateaux d'1,50 m. Voilà. On a plusieurs tailles, plusieurs mailles de plateaux et en fonction du nombre d'ancrages aussi, enfin, on a tout un bureau d'études qui peut déterminer en fonction de vos reprises de charge le plan et l'étude spécifique. Passer sur la petite vidéo.
on voit des cordistes qui installent le système, donc on voit l'intérêt des cordistes. Comment je le pose ? J'ai vu quelques questions sur la hauteur des chaînes, donc on les voyait travailler avec qui règle la hauteur des chaînes avec des palans. On peut pré-régler à l'avance toutes les chaînes en fonction de la hauteur du. La hauteur du système, on peut le régler en avance, en réglant toutes les chaînes au sol. Et ensuite, on vient mettre les chaînes qui sont directement à la bonne hauteur. Si on veut 2 mètres de hauteur sous plancher, en sous-face d'ouvrage. On règle les chaînes comme ça et on peut ajuster au plus proche avec les palans. Là, on voit une vidéo du système à plusieurs niveaux qui peut se lever. Assez vite. L'avantage, c'est qu'une fois qu'en fait on a installé ce système-là, on peut le déplacer aussi. Donc on peut le voir ici, on peut régler la hauteur. En fait, on en fait un peu ce que l'on veut en fonction de l'avancée des travaux. Là, on voit la formation de nos équipes. Donc, à terme, on souhaite former dans toutes nos agences des techniciens pour pouvoir proposer cette solution dans toute la France. Et on a une équipe mobile là, qui est déjà formée pour intervenir partout. Voilà. Donc on est en train d'installer, parce qu'on est en train de déménager suite à la fusion, donc sur un site bien plus grand. Et donc on est en train d'installer un showroom en fait pour permettre aux gens de visualiser un peu comment ça fonctionne, quelles sensations on peut avoir sur ce genre de plateforme, parce que ça bouge un petit peu, mais ça peut aussi se stabiliser assez facilement. Et donc on est en train de créer ce showroom à Nantes, à notre siège. On est en stock là, actuellement, tampon. Donc on a en fait globalement 1500 mètres carrés de disponibles. Après, avec notre fournisseur, on est capable en un mois de mobiliser beaucoup plus de stock. Et à ce stade-là, on est à un stock tampon en fait, de 1500 mètres carrés. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Vous avez aussi respecté votre timing. Je pensais que ça avait répété. Très intéressant. Donc, je rappelle hein, le principe, j'ai oublié de le faire en introduction, mais le principe de ces webinaires, c'est de mettre en avant et en lumière nos membres correspondants qui n'ont pas toujours l'occasion de le faire. Donc, il y a les adhérents, hein, ce sont les entreprises de réparation et autour, donc dans notre communauté, on a les membres correspondants donc, qui sont là pour nous apporter soit des services, soit des solutions ou des maîtres d'ouvrage. Et on avait souhaité donc vous mettre un peu à l'honneur et on est en plein là dans le système puisque voilà, on propose à tous nos adhérents des solutions qui n'étaient pas forcément connues de tout le monde. Et je vous remercie. Moi, j'ai juste une petite question, enfin 2 petites questions. Est-ce que c'est une solution que vous montez vous systématiquement ou est-ce qu'on peut la faire monter par l'entreprise si elle est cordiste? Non, c'est une solution montée. C'est par nous. Il n'y a que nos techniciens qui sont formés. D'accord. Il va falloir embaucher alors, parce que là, c'est ça. Il y a beaucoup de questions, là, ça a l'air d'intéresser. Et deuxième question que je vais passer également, faut-il que le personnel qui accède dessus ait une habilitation ou une formation échafaudeur ou cordiste éventuellement? Non, après on forme l'entreprise pour d'ouvrage classique sur un pont qui n'est pas immergé, enfin, sur une structure qui ne sera pas immergée. On forme l'entreprise pour la vérification journalière, hebdomadaire. Ah oui. Ouais, il y a une pour les petites formations, voilà, ça on la dispense pour que l'entreprise après soit autonome sur la plateforme. Non, la formation au montage, il n'y a que nos techniciens qui. Ok. C'est une solution que vous mettez à disposition au monde. Ouais, c'est ça. Réceptionner. Voilà. Merci. Quelqu'un qui demande si les présentations seront disponibles. Je confirme, elles le seront le temps de les mettre dans la journée peut-être. Sur notre site. Peut-être demain. Mais... peut-être demain, me dit-on, dans l'oreillette. Donc peut-être demain, évidemment, tout le monde a donné son accord donc, pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Une question, le produit est-il considéré comme une protection collective? Oui. Dès lors les protections collectives, les garde-corps. Parfait. Une autre question, cette solution est-elle disponible partout en France? Oui. Et en Suisse? On pourrait. On pourra.
Y a-t-il encore des questions? Non. On a fait le tour de vos questions. Je vous remercie bien. Merci. C'était très intéressant, très varié. J'ai vu encore quelques questions qui sont revenues sur la première présentation du TAL. Une question de M. Trédano, que je salue, qui demande si les bureaux d'études ont la capacité de calculer le mélange des fibres dans la formulation. En fait, c'est pas vraiment comme ça qu'on va on va le qualifier. En fait, ce qu'on a choisi dans le développement, parce qu'en fait, on a surtout travaillé jusqu'à maintenant en réel sur des bus métalliques avec du coup Fraissinet dans le cadre du CI2R avec le CETU notamment qui nous encadrait et le CRMA. Et en fait, on a choisi, c'est d'appliquer les règles de la norme française 710, qui est la norme de conception design des BFUP coulés, on va dire. Et en fait, c'est une espèce d'annexe à l'Eurocode 2 où en fait, on va pouvoir justement concevoir des ouvrages en BFUP. Et donc, on se sert des règles de calcul qu'il y a là-dedans et on peut faire du BFUP sans armature ou avec des armatures. D'ailleurs, ça peut être aussi de l'après-contrainte. Bon, dans le BFUP prochain, ça deviendra compliqué. Mais c'est bien sur ces règlements-là qu'on part. Et après, sur la partie tunnel pur, on a aussi la capacité à qualifier le matériau selon le modèle code, et donc plutôt les prérequis de la FLES ou du CETU, avec des plus gros prismes et puis d'autres lois de comportement. Ok. Notre question dans la série des bureaux d'études, M. Renaud, que je salue également. Quels bureaux d'études sont en mesure de dimensionner, de modéliser et justifier le BFUP en projeté? On a souvent cet accueil. C'est vrai. C'est vrai, on a. Ça, à la limite, sans faire de publicité, mais est-ce qu'il y en a suffisamment? Ouais. Suffisamment, oui, parce qu'on démarre. Les compétents, oui, ils sont plutôt situés, on va dire, dans la vallée du Rhône, à Vienne. On peut pas les nommer directement, mais. D'accord. Il y en a que. Non, il y en a deux dans la région de Lyon. D'accord. Et après, si besoin, on peut vous contacter. Absolument. Absolument. Et on mettra en relation avec plaisir. Ok. Merci. Une question intéressante également, toujours chez vous, sur la réaction aux H2S. Est-ce que vous avez des retours Non, on n'a pas fait les qualifications purs matériaux. Après, sur le principe, les BFUP ils peuvent être on va dire, résistants à des acides jusqu'à pH 3, pH 4, sur des pH très très bas. En fait, on sait qu'il faut partir sur des technologies type alumineux, et donc c'est pas nos technos qui fonctionnent. D'accord. Quid de l'adhérence, au-delà de la réaction de votre béton sur un béton de très faible capacité? Est-ce que ça a du sens déjà? Voilà, je ne suis pas persuadé que c'est du sens. En fait, ce qu'on fait, on peut faire, par exemple, c'est de la reprise de charge sur les poteaux. En fait, en gros, vu qu'on a un module qui est largement supérieur à celui d'un béton traditionnel, les charges elles vont se concentrer dans le BFUP et on peut faire rapidement, en fait, finalement, du confortement et de la reprise quasiment de toutes les charges verticales. Donc, apparemment, par une coque alors, qui est pour le coup dépendante, on peut la rendre indépendante en mettant finalement une espèce de produit entre les deux. Mais bon, réparer du béton qui ne fonctionne pas, par exemple, en flexion avec du BFUP, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. D'accord. Donc, on a fait le tour de questions. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Juste un petit rappel, on a fait une matinée technique la semaine, il y a 2-3 semaines à Rouen, avec 6 interventions de très haut niveau et très variées, qui rappellent un peu toute la diversité de nos métiers et la technique, parce qu'on l'oublie souvent, et l'approche environnementale. Donc, on avait à peu près 130 personnes dans la salle. C'est vraiment intéressant et ces présentations-là seront très rapidement accessibles sur notre site également, dont des travaux en hauteur, dont des beaux chantiers. Donc on attend une dernière confirmation et on va les mettre sur pas aujourd'hui, donc elles seront bientôt accessibles sur notre site. On refera un prochain webinaire, on va dire à peu près aux alentours du mois de février. Donc manifestez-vous, n'hésitez pas, c'est l'occasion pour vous, vous l'avez vu, de parler de vos produits, d'échanger, de poser des questions, de régler certains sujets. Donc au moins tout est clair et tout est dit. Donc n'hésitez pas à vous manifester quand vous verrez notre demande. Voilà. Et pour terminer, je remercie Pierre et Corinne qui ont monté tout cela. Et surtout nos techniciens, Baye et Ariel, qui a la plus grande sérénité ce matin.
nous a proposé ça sans faille technique et dans les aléas du direct. Merci beaucoup, bon appétit à tous, à bientôt. Non, mais